Bonjour Thomas Bourreau, nous sommes ici Bonjour. pour parler de votre livre qui vient d'être publié aux éditions du CNRS qui s'appelle Matière à décision. Alors d'abord, première question, pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre ? Tout d'abord parce qu'on me l'a demandé. C'est les éditions du CNRS qui m'ont contacté pour écrire après un des articles que j'avais fait dans Le Monde. Mais si j'ai accepté, c'est parce que ça faisait un bout de temps que j'y songeais. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas énormément d'ouvrages qui traitent de ce sujet en français. Et la deuxième, c'est que ceux qui traitent de ce sujet en français sont souvent des psychologues. Et je pense qu'en tant que neurobiologiste, j'avais quelque chose à rajouter, un point de vue intéressant, un petit peu transversal par rapport aux visions habituelles. Alors ce livre s'articule selon 5 chapitres que les lecteurs pourront suivre. Dans le premier chapitre, vous faites un peu l'historique de ce qu'est, comment on a pu voir la décision au cours des temps. Donc peut-être la première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est comment définissez-vous la décision ? Alors justement, en tant que neurobiologiste, je donne une définition très normative de la décision. Donc pour moi, la décision, c'est le choix entre deux ou plusieurs options. Et comme pour pouvoir faire des expériences, on simplifie, la plupart du temps, on va parler du choix entre deux options. Et choisir entre deux options ramenées au système nerveux, c'est activer certaines populations neuronales, celles qui vont amener au comportement qui permettra de faire le choix, et inhiber les autres, celles qui amèneraient à des comportements antagonistes. Donc c'est une histoire de compétition entre des populations de neurones. Donc pour un neurobiologiste, décider, c'est mettre plusieurs populations de neurones en compétition, il y en a une qui gagne et les autres perdent. Justement, c'est le sujet, le cœur de la deuxième partie de votre ouvrage, Neurobiologie de la décision. Et dans cette partie, vous parlez finalement beaucoup de modélisation aussi, et en particulier, vous définissez quelque chose comme étant le diachétron, je le dis doucement pour ne pas me tromper, qui serait un modèle justement de cette prise de décision. Donc c'est du grec de cuisine, ça veut dire machine à décider. Et l'idée, c'était de repartir des bases pour essayer de véritablement avoir une approche qui part de la matière, donc de définir quel serait le réseau minimum pour avoir une décision dans ce contexte-là, donc choisir entre deux options. Et donc dans un premier temps, ça nous permet on se rend compte qu'il faut un réseau finalement qui nécessite pas énormément de neurones. Je crois que, si je me souviens bien, le réseau initial, il y a 7 neurones, mais en fait, ces neurones sont symboliques, ça représente des populations de neurones. Il ne faut pas voir ça de façon trop formelle. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une de ces populations qui s'active et qui puisse amener le système à effectuer une action et réprimer l'autre action. Et donc on isole, ce système permet d'isoler les principes de base, et finalement ces principes de base sont... il faut qu'il y ait donc des populations qui s'inhibent mutuellement, donc il faut des neurones inhibiteurs. Il faut bien sûr des neurones activateurs pour permettre d'effectuer une action, quel que soit l'effecteur que l'on met derrière. Et en fait, ce que nos travaux ont montré, pour que la décision émerge de ce processus, il faut aussi qu'il y ait du bruit. Qu'il y ait du bruit dans ce système qui fasse que, au moins au départ, pour une stimulation donnée, le système soit capable de basculer soit dans un état, soit dans l'autre. Donc finalement, au départ, pour qu'il y ait une décision, il faut que le système soit aléatoire. Et c'est cette part d'aléatoire qui va plus tard se répercuter sur l'ensemble de nos décisions. Et c'est un peu l'idée du livre, c'est qu'en fait, même lorsqu'il y a un processus d'apprentissage qui permet de biaiser ce choix, cette partie d'aléatoire persiste et finalement permet d'avoir ce comportement jamais complètement optimum que l'on observe dans la plupart des expériences de psychologie expérimentale ou d'économie expérimentale. Finalement, vous réhabilitez le bruit, la chose que tout le monde, même presque, je dirais, la plupart des scientifiques cherchent à cacher, enfin à cacher du moins à éliminer dans l'analyse. Vous lui donnez un rôle fondamental dans la prise de décision. Le bruit est indispensable et c'est quelque chose qui nous avait marqué mais qui est difficile à évaluer expérimentalement. Mais longtemps, les gens qui faisaient de l'électrophysiologie sur les ganglions de la base avaient la réputation d'être des mauvais électrophysiologistes parce que leurs résultats étaient très bruités. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont des mauvais électrophysiologistes, c'est parce que le système est particulièrement bruité si on le compare au cortex moteur, au cortex visuel par exemple. Mais je pense que ce bruit vraiment a un rôle intrinsèque à jouer pour permettre au système de basculer d'un état à l'autre. Et ce bruit, on peut le rentrer dans une modélisation ? On peut tout à fait le rentrer dans une modélisation. On sait générer des neurones artificiels qui les chargent de façon aléatoire. Et donc, en fait, j'en viens
à quelque chose qui est dans la conclusion de votre ouvrage, pour terminer sur cette partie. Vous parlez de la façon dont vous avez travaillé, qui est peut-être un petit peu différente de ce qu'on voit classiquement, en particulier en neuroéconomie, qui est donc de travailler en sens inverse, donc, que je ne me trompe pas, en bottom-up. Voilà. Oui, c'était vraiment l'idée, c'était de partir de la matière, et à partir de là, quels sont les processus qui émergent, et comment ces processus qui émergent peuvent expliquer les comportements qu'on observe. Alors que souvent, les modélisateurs qui travaillent là-dessus, qui ont une approche plus influencée par la psychologie expérimentale, partent de modèles psychologiques ou avec des boîtes dans lesquelles il y a un processus de décision, il y a un système d'apprentissage, etc. Et ils essayent de faire corréler ces boîtes avec des observations qu'ils peuvent faire expérimentalement, soit en imagerie fonctionnelle, soit en électrophysiologie. Nous, c'est vraiment l'inverse, on part de ce qu'on voit au niveau de l'électrophysiologie, et à partir de ça, on essaye de comprendre comment émergent les processus. On a une vision très émergente, c'est l'émergence du processus qui nous intéresse, sous la pression éventuellement de l'évolution, qui est aussi l'autre aspect qui influence le livre, où je pense qu'on part d'un système très simple, donc, qui est le diachétron, qu'on peut retrouver un analogue à ce système-là dès les premiers vertébrés, donc la lamproie, et ensuite, comme en deux fruits à la lamproie, ça se développe jusqu'aux mammifères. Maintenant, est-ce que finalement, effectivement, on pourrait arriver à faire rêver des ordinateurs, ou est-ce qu'on peut tout modéliser, ou imaginer un ordinateur qui remplace le cerveau Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes par rapport à ça. Le premier, rêver, je pense qu'effectivement ça me paraît un peu compliqué. Tous les systèmes que l'on teste et la façon de tester expérimentalement, le système réagit, prend une décision en réaction à quelque chose. Et donc ça, effectivement, faire des modèles d'ordinateurs qui, face à une situation, sont capables de réagir et prendre une décision, et si l'environnement est multifactoriel, il peut probablement prendre une meilleure décision que ne le ferait un humain. On a des exemples, par exemple, les pilotes automatiques d'avion sont probablement beaucoup plus fiables que les pilotes humains. Il y a un exemple récent qui le prouve. Ce qui définit en tous les cas l'intelligence humaine, c'est d'être capable à s'auto-générer, à s'auto-attribuer des buts et à se donner les moyens d'y arriver. Et ça, pour l'instant, je pense pas que... D'abord, on ne sait pas encore le modéliser, d'une part, et d'autre part, je pense pas que les ordinateurs y arrivent tout de suite. Je voudrais juste vous demander, alors vous êtes chocolat ou pas chocolat dans la lamproie à la Bordelaise? Je suis plutôt chocolat.